fois, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Parole de DG. C'est une première pour Odonet et je suis très heureux pour ce webinaire de recevoir Mathieu Plante de la Fondation Santé Portneuf. Donc Mathieu, un grand merci de te joindre à nous. Je propose aujourd'hui qu'on puisse débuter par une rapide présentation de ta part, parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas ou ne connaît pas la Fondation Santé Portneuf. Donc, je trouvais ça intéressant que tu puisses déjà partager là-dessus. Je vais juste, avant d'aller là-dessus, rappeler un élément. Si vous avez des questions, vous pouvez idéalement les poser. Vous allez avoir un petit onglet, il y a un onglet chat, mais il y a un onglet questions. Le plus simple pour qu'on puisse bien les traiter, c'est de les poser dans l'onglet questions. Et évidemment, soit on les prendra en cours de route, soit on s'est de toute façon donné du temps, une quinzaine de minutes à la fin de la présentation pour aussi prendre vos différentes questions, que ce soit pour Mathieu ou pour moi. Donc voilà. Donc Mathieu, en tout cas, je te laisse donc te présenter, toi et la Fondation. Excellent. Je vais partager mon écran pour un petit support visuel. Moi, 2 petites secondes. Est-ce que tout le monde voit mon écran, Michael? Ça s'en vient de mon côté. C'est pas encore là, mais ça arrive. Ouais, c'est bon. Super, excellent. Donc, merci. Merci de l'invitation. C'est super agréable. Donc, mon nom est Mathieu Plante. Je suis directeur général de la Fondation Santé Portneuf. Donc, petit topo rapide. Je viens du domaine philanthropique depuis 7 ans. J'ai fait un parcours de 6 ans à la Fondation du CHU de Québec avant d'être apporté dans ma région où j'habite, où j'élève ma famille, la fabuleuse région de Portneuf, où la Fondation Santé Portneuf est venue me recruter. Donc, puis avant ça, j'ai un background, moi, en planification financière, conseil financier, tout ça. Donc, j'ai été pendant 7 ans à mon compte avec ma propre clientèle et tout ça. Donc, background financier, fiscalité du don, etc. C'est pas mal les éléments qui m'ont introduit en philanthropie à la Fondation du CHU, qui m'ont permis de grandir à ce niveau-là. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la région de Portneuf, c'est une région en banlieue de Québec. On fait partie de la grande région de Québec. C'est une très, très grande région en termes de kilomètres carrés, 55 000 habitants. Nous, à la Fondation Santé Portneuf, on appuie les établissements de santé qui sont reliés au CIUS de la capitale nationale. Donc, on a 6 CHSLD, un hôpital régional, une urgence dédiée, des soins palliatifs à domicile, des soins à domicile, des projets en soins de proximité. Donc, on est vraiment dans le soin de proximité puis le soin de première ligne, là, proprement dit, dans la région. Pas bien long. Voilà. Fait que c'est ma courte présentation, Michael, pour me situer. Excellent, merci beaucoup Mathieu. Et puis je vais également profiter pour me présenter également pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Michael Novix, donc je suis directeur général de Odonet au Canada. Pour ma part, ça fait maintenant un peu plus, bientôt 14 ans. Le 4 juin, ça fera 14 ans que je suis pour Odonet au Canada, donc en tant que directeur général. Donc notamment avec à mon actif plusieurs projets livrés dans le milieu des OBNL au sens large, donc que ce soit des associations, des ordres professionnels ou évidemment des fondations et des organismes, des institutions culturelles. Donc très heureux aujourd'hui d'animer cette présentation. Je vais juste, pour ceux qui ne connaissent pas, vous présenter rapidement, mais en 2 slides de Odonet. Donc sur la prochaine slide, Odonet, en fait, notre vision, on est une plateforme technologique, donc on est ce qu'on appelle en bon français un CRM. Donc CRM, c'est Customer Relationship Management, c'est-à-dire la gestion de la relation client. Nous, la particularité et la vision qu'on a eue depuis le début, c'est qu'on a décidé de ne travailler qu'avec des organismes à but non lucratif. Donc vraiment, l'objectif qu'on a chez Odonet, c'est en fait de mettre les technologies du CRM au service en fait de l'impact du bien public et des causes. Et notre objectif, c'est évidemment d'aider les organisations à se doter d'une plateforme qui soit moderne et surtout qui leur fasse réellement gagner du temps et gagner de l'argent. Donc c'est vraiment un point important. C'est finalement de mettre au service les technologies, au service de votre impact. Donc c'est pour ça qu'on existe et c'est pour ça qu'on se lève le matin. Et quand on rencontre quelqu'un comme Mathieu, c'est aussi pour ça qu'on est heureux de se lever le matin parce qu'il y a des très belles rencontres et des très beaux projets
qui démontrent justement que ça marche, ça peut marcher, que ça marche, mais et évidemment que ça prend une vision commune. Juste vous partager quelques références clients, mais c'est plutôt pour vous partager le fait qu'on travaille avec tout type d'organisation, que ce soit des organisations de grande taille, des organisations de plus petite taille. On travaille vraiment avec tout type d'organisation. Donc, un de nos plus anciens clients, qui est toujours client chez nous, c'est Diabète Québec. Donc, très fier de travailler avec Diabète Québec. Je parlais d'institutions culturelles. On travaille avec Exporail, on travaille avec des fondations de cégep, comme la fondation du cégep de Victoriaville, avec des fondations hospitalières, comme la fondation du FUS à Sherbrooke. On travaille avec des organisations aussi, comme les Grands Frères, Grandes Sœurs. Donc on est vraiment focalisé là-dessus. C'était important pour nous de le faire parce que, et puis ça va être une bonne transition, en fait, mettre en place un projet CRM auprès d'un OBNL, et ben, c'est pas pareil que de mettre un projet en place auprès d'une entreprise privée. On agit dans un environnement contraint et on agit de façon en très fort partenariat avec nos clients pour justement s'assurer du succès du projet. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se spécialiser là-dessus. Et donc, l'idée, c'était aujourd'hui de pouvoir en fait vous partager le retour d'expérience du projet avec la Fondation Santé Portneuf. Donc, écoute, je te laisse la main. Est-ce que Merci. tu peux nous parler finalement un peu avant le projet, en fait, avant le projet Odonet, comment tout ça est parti? C'était quoi vraiment ton point de départ initial? Oui, en fait, mon mandat à la Fondation Santé Portneuf a débuté en novembre 2024. Donc, j'ai été approché par un chasseur de tête, etc., pour venir travailler dans la région où j'habitais, dans une fondation qui, honnêtement, en toute transparence, je ne connaissais pas. Donc, une fondation, même si j'habitais dans la région, je ne connaissais pas la Fondation Santé Portneuf, et où la fondation était en mode de transition. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de direction générale depuis plusieurs mois. Une adjointe administrative fraîchement embauchée depuis juillet, août, qui était là, qui maintenait les choses en place avec le conseil d'administration, et un mandat qui m'était donné de dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour passer à la prochaine étape avec cette fondation-là, qui n'était pas en difficulté financière, qui avait quand même un fonds de roulement pour un bon 2 ans et demi en place et tout ça, mais qui devait peut-être se réinventer. Il y avait eu un super travail de la direction générale avant mon arrivée, qui était là depuis plusieurs années, plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Puis, on était un petit peu à la croisée des chemins, comme plusieurs fondations peut-être se posent des questions à travers ça pour avoir parlé à certaines directions générales. Donc, le contexte était vraiment de dire, faisons une analyse de qu'est-ce qui se passe présentement, quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos points d'amélioration, puis fais-nous un topo là, dans les 100 premiers jours de qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, le sujet n'était pas vraiment de changer un logiciel proprement dit, comme c'est écrit sur la diapositive, mais c'est vraiment de reconstruire une organisation. Donc, très rapidement, je me suis lancé dans une analyse avec ma collègue Marie-Christine qui était déjà en place. Puis, pour vous dire, on travaillait déjà avec un logiciel dans lequel je travaillais à la Fondation du CHU depuis 6 ans. Donc, le logiciel, le CRM qu'on utilisait, je le connaissais bien, mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des fichiers Excel, on avait des courriels Outlook qui ne parlaient pas à ce niveau-là, on avait des fichiers Excel pour la comptabilité, des suivis par courriel, des listes dans des calepins, des classeurs remplis de papier. Puis vous comprenez qu'on n'avait pas de partage de connaissances. Donc, la direction générale était partie. Le conseil d'administration avait maintenu à flot des opérations de la fondation, mais de façon très minimaliste. Donc, on avait beaucoup de défrichage à faire pour bien comprendre l'écosystème de la Fondation Santé Portneuf. Puis, on avait notre publipostage qui était là, qui était dans un autre logiciel à part. Donc, l'écosystème était vraiment compliqué. Beaucoup d'opérations manuelles, beaucoup de risques d'erreurs, des données qui étaient dispersées, puis des processus qui n'étaient pas clairement établis, qu'on devait établir. Donc, rapidement, on a travaillé sur cet environnement-là avec ma collègue Marie-Christine pour dire, comment ça fonctionne présentement à la Fondation, puis par mon expérience, comment on pourrait fonctionner rapidement pour mettre en place, pour être opérationnel, puis ramasser de l'argent pour notre mission, chose qui est la chose qu'on fait dans la vie. Est-ce que, peut-être petite question Oui. juste avant, est-ce que là tu parles, tu as posé ton diagnostic, quand tu as posé ton diagnostic, est-ce que tu as identifié finalement aussi les impacts, que ce soit des impacts financiers, des impacts de qualité par rapport à ça?
Ben oui, rapidement, c'est sûr et certain qu'on a vu qu'on passait beaucoup de temps à administrer la fondation et peu de temps à travailler sur la notoriété ou sur les relations humaines. Donc, tu sais, on travaille avec les humains, c'est d'humain à humain, c'est des belles relations qu'on construit, qui prennent du temps à construire puis qu'il faut entretenir dans la vie. Mais on était beaucoup dans la paperasse, dans l'administration, dans les reçus, dans les formulaires, etc., les pages de dons, etc. Donc c'est sûr qu'on était moins dans le contact humain, puis on se sentait rapidement débordé, comme la slide que vous voyez à l'écran. Donc, même si on avait toute la bonne volonté du monde, qu'on réorganisait les choses, qu'on essayait d'optimiser les processus en place, on s'est rapidement rendu compte que si on voulait mettre en place des choses pour améliorer la rentabilité puis être capable de financer plus de projets à la Fondation, dont des événements, un programme de dons majeurs, un programme de dons planifiés, une politique de reconnaissance, revoir la politique d'attribution des fonds, en plus de tout ce qui était le roulant administratif, on ne s'en sortirait pas. On ne s'en sortira pas à deux, c'est sûr et certain. Le constat a été assez rapide à faire au conseil d'administration. Donc, on a dit, ben, même si on optimise la structure en place, on ne sera pas capable d'arriver au plein potentiel de la Fondation Santé Portneuf, parce que oui, du potentiel, il y en avait quand même beaucoup là, au niveau de notre région. Oh, excusez-moi. Donc, rapidement, en février 2025, il y a eu une présentation du constat et des solutions au conseil d'administration. Donc, un diagnostic vraiment précis sur les outils, les données en silo, le processus manuel, juste le temps qu'on avait passé à préparer ce rassemblement de données pour donner une image au conseil d'administration était très, très, très long. Puis, rapidement, le conseil d'administration s'est rendu compte qu'on ne travaillait pas avec nos donateurs, qu'on ne travaillait pas sur de l'événementiel, mettre de l'avant la fondation, parler de nos projets et tout ça. Donc, on a présenté des solutions dont le changement de CRM faisait partie. Donc, c'est un peu pour ça, tantôt, je disais que ce n'était pas juste une question de logiciel, c'est une question d'écosystème global à ce niveau-là. Et oui, le CRM de Donnet est venu cocher plusieurs cases de centralisation des données, de faciliter la vie au lieu d'intervenir sur différentes plateformes et tout ça. Puis dans le contexte, il fallait de toute façon se former. Marie-Christine, mon adjointe qui est en place, n'avait pas eu de formation, très peu de formation sur l'ancien CRM. Donc, de toute façon, il fallait former les employés en place. Puis vous allez voir plus tard qu'on a eu aussi une analyse qu'on avait besoin d'une autre ressource humaine à la Fondation. Donc, il y avait toute une gestion du changement aussi à travers tout ça. Automatisation, modernisation des communications. On ne savait pas combien de fois on parlait à nos donateurs, comment on le faisait. Donc, il fallait tout mettre ça en place, puis vraiment restructurer la fondation au complet. Puis dans ce processus-là, la personne qui était le plus impactée, puis je ne vous le cacherai pas, c'était moi. C'était moi qui est gestion du changement. Puis j'en avais parlé avec Michael lorsqu'on préparait la présentation. Parce que moi, j'étais habitué à notre ancien CRM. Ça faisait 6 ans que je l'utilisais dans une autre organisation. Ça aurait été très simple pour moi de dire on garde ce CRM-là puis on le travaille à ce niveau-là. Mais il ne répondait pas à tout ce qu'on cherchait en termes d'organisation. On s'entend qu'on était une organisation à 2 employés. Je partais d'une organisation, on était presque 40 employés. Donc, les besoins n'étaient pas les mêmes. Et rapidement, on avait besoin d'une solution où l'automatisation puis l'utilisation d'intelligence artificielle un petit peu dans le logiciel, rassembler toutes les données donateurs pour que ce soit simple et efficace de créer des relations. On avait besoin de tous ces éléments-là. Puis Eudonet a coché plusieurs cases à ce niveau-là. Mathieu, si je peux peut-être, parce que là, tu arrives, tu présentes ça à ton CA. Oui. Je pense qu'on a beaucoup de personnes dans notre salle qui ont l'habitude de ça. À quel point ton CA, il te suit là-dessus quand tu lui présentes ton diagnostic? Ben c'est sûr que rapidement, le CA va poser la question combien ça coûte. En fait, on revient souvent là-dessus, mais on voulait vraiment prendre le temps de démontrer le temps qu'on passait à faire toutes les tâches, etc. Puis on va le voir un petit peu plus loin, là, on a quantifié beaucoup d'éléments pour le mettre en dollars. Pas juste le coût de l'ancien CRM. Puis il y en a qui me posent c'était qui l'ancien CRM, ça ne me dérange pas de le dire, c'était Proudhon. Donc, combien de temps on passait là, à essayer de comprendre ce logiciel-là,
Vous allez voir un petit peu plus tard, puis je peux peut-être passer à la prochaine slide. Je pense que ça va répondre un petit peu. On a vraiment quantifié, on avait besoin d'une aide externe. On n'était pas capable de faire nos formulaires de dons nous-mêmes. C'était très, très complexe et tout ça. On ne voulait pas perdre de temps, donc on payait une aide externe. On avait un logiciel de courriel de masse qui était à l'extérieur de Prodon aussi par rapport à tout ça. On avait beaucoup de tâches manuelles et répétitives qui étaient faites d'extraire des données, d'importer des données dans Prodon. Donc, on avait beaucoup de pertes d'efficacité à travers ça. Puis, la base de données n'avait pas été entretenue en termes de relations donateurs. Donc, on n'avait pas beaucoup d'informations sur nos donateurs, beaucoup de doublons, pas beaucoup de notes qui étaient prises. C'était vraiment un CRM qui avait été utilisé pour rentrer des dons. Donc, rapidement, bien, vous le voyez un peu, là, le statu quo n'était pas possible pour l'organisation. On a vraiment analysé de dire, bien, on reste avec Prodon, on modifie des choses. On a regardé d'autres logiciels. Eudonet a coché des cases, comme j'ai dit tantôt, puis on va en reparler. Mais c'est sûr et certain qu'après ça, bien, on a dit que c'est un investissement qu'on veut et non pas une dépense. Donc, les investissements qu'on a dit, bien, c'était le CRM, c'est de faire l'acquisition, formation, configuration d'Eudonet, modifier notre site web aussi, notre image à travers tout ça, puis suivre des formations stratégiques, numériques, communication et l'embauche d'une nouvelle ressource. Donc, rapidement, on s'est rendu compte que si moi, je voulais créer des relations beaucoup avec les donateurs, chose qui était un de mes mandats principaux, à part toute la gestion de la fondation, puis que Marie-Christine avait tout le côté administratif, reçu, reconnaissance, remerciement, vraiment là, la première ligne de la fondation. On avait besoin de quelqu'un qui avait des compétences en graphisme, en médias sociaux et tout ça. Donc, ça faisait partie de la réorganisation globale qu'on a présentée au conseil d'administration. Puis, on a dit que le retour sur investissement était estimé à un petit peu plus de 2 ans. Donc, l'investissement qu'on ferait globalement serait rentabilisé à l'intérieur de 2 ans et 3 mois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'a présenté, puis qu'on a aussi présenté que la croissance dans la structure actuelle était quasi impossible. Donc, on maintenait le statu quo, puis c'est pas ça que mon mandat qui m'avait été demandé lors de mon embauche. Donc, c'était vraiment, oui, il faut prendre des risques à ce niveau-là, mais on l'avait très, très bien calculé, puis on était capable de donner l'avancement à notre conseil d'administration sur chacune des étapes. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Miguel. Ouais, ça répond à ma question. Ben, en fait, ça répond à ma question. Je pense qu'on voit aussi que c'est là que ton background en planification financière, ça peut être assez utile et rassurant. Est-ce que ça t'a pris combien de temps de réussir à convaincre le CA? Est-ce que tu avais quand même des réfractaires dedans ou ça... Pas de réfractaire, beaucoup de questions. Ça a été un long conseil d'administration, mais pas de points négatifs, juste des points pour bien comprendre dans quoi ils s'engageaient. C'est une dépense qui est substantielle pour une organisation comme la nôtre. Là, on parlait d'un 22 000 là, vous le voyez à l'écran, plus du temps et tout ça. Plus, on sait très bien que des projets comme ça, il y a toujours des petits pépins à côté, puis tout ça, il faut se donner du temps. Nous, on s'était donné 1 an là, pour vraiment faire le changement et mettre en place toutes les solutions avec Eudonet. Puis ça fait à peu près ça en date d'aujourd'hui. Puis on n'a pas optimisé encore Eudonet. Je vous le dis, là, c'est quelque chose sur le long terme qui est à faire. Mais on a un super accompagnement à ce niveau-là. Merci beaucoup Eudonet là, parce que c'est pas juste l'achat d'un logiciel, on parle à des gens, on a besoin des ressources pour nous aider à mettre tout ça en place, ça c'est sûr et certain. Mais le conseil d'administration a embarqué là-dedans, surtout parce que c'était assez clair qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, puis que j'avais été chercher le mandat de dire on doit faire une analyse complète, puis soyez prêts parce qu'il va y avoir des propositions puis des changements qui vont être proposés à ce niveau-là, ça c'est sûr et certain. Donc, tu l'as préparé en amont, tu l'as préparé en amont aussi, même, tu disais même au niveau de l'embauche, en fait, c'était déjà un peu le projet. Effectivement, c'était tous des éléments qui n'étaient pas prévus à la base quand j'ai été engagé, mais que rapidement j'ai mis en place là, en expliquant avant le conseil d'administration par des courriels, par des courts rappels à certains et tout ça, de dire ben voici des constats que j'ai fait régulièrement, puis de bien documenter tous ces constats-là pour arriver au conseil d'administration, puis répondre à toutes les objections avant même qu'ils les aient en tête. En fait, c'était vraiment ça mon objectif lors de la présentation. Ça s'est super bien passé. Là. Je dois dire que j'ai un CA qui est super engagé, qui est super ouvert à travers tout ça, puis qui avait vraiment une volonté de passer à une autre étape au niveau de la Fondation Santé Portneuf. Excellent. Bah, écoute, top.
J'avais Petite posé la question, parenthèse, mais ouais, pourquoi? c'était quoi un peu les critères, donc les critères de ton choix? Oui, en fait, il existe plusieurs solutions. Moi, j'avais même participé avec mon ancien employeur là, qui avait aussi décidé de changer de CRM, puis eux ne sont pas allés vers Eudonet pour d'autres raisons, d'autres types d'organisations, etc. Mais pour nous, rapidement, ça prenait quelque chose qui était intégré. Donc, courriel de masse, les reçus fiscaux, l'envoi des reçus fiscaux, les formulaires de dons qu'on peut créer nous-mêmes, etc. Ça prenait vraiment quelque chose qui était centralisé, l'enregistrement des courriels avec Outlook et tout ça, la gestion relationnelle, parce qu'on ne le dira jamais assez, on travaille avec des humains, donc il faut pouvoir prendre des notes, être capable de comprendre qui est Monsieur X, Madame Y, puis d'être capable de se rappeler avec l'aide du CRM lorsqu'on leur recommunique avec eux, c'est quoi leur projet philanthropique ou leur désir philanthropique pour pouvoir les orienter vers des projets peut-être plus significatifs pour eux. On voulait aussi un système qui était prêt aujourd'hui, qui était à jour en 2025, dans le temps, en 2026, mais qui avait un potentiel d'évolution aussi à travers tout ça. Ça, rapidement, en posant des questions avec Eudonet, on s'est rendu compte qu'ils travaillaient sur plusieurs projets à l'interne pour améliorer le produit et tout ça. Ça, c'était important de ne pas avoir quelque chose qui était statique, puis que dans 5 ans, on va se rendre compte qu'il est désuet. Donc ça, je l'ai bien senti. Quelque chose qui était personnalisé parce que chaque organisation est différente. Chaque personne dans une organisation a ses forces, a ses faiblesses, donc d'être capable de modeler rapidement les choses pour que, entre autres, Marie-Christine à l'administration soit capable d'orienter ces choses d'une certaine façon pour l'aider, puis que moi, je sois capable aussi, avec d'autres besoins, d'orienter tout ça. Puis Eudonet est capable de faire ça avec des tableaux de bord, entre autres, séparés pour moi et Marie-Christine, et Lauriane qui est arrivée au niveau communication marketing. Donc, on est capable de suivre différents éléments dans notre quotidien qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'on voit tous les jours quand on ouvre le logiciel. Est-ce que au niveau, peut-être juste pour peut-être un peu creuser là-dessus, est-ce que tu avais des éléments en tête qui étaient non négociables dans tes critères de choix? C'est sûr que ça prenait courriel d'envoi de masse qui s'enregistre automatiquement dans les fiches des donateurs. Ça prenait les reçus fiscaux qui se gèrent seuls. Ça prenait un endroit où on était capable de faire aussi nos budgets événementiels, donc capable de rentrer nos dépenses, nos revenus, etc. Ça, c'était vraiment important parce qu'on voulait éliminer on en a encore des Excel là, à côté, mais on voulait éliminer un suivi qui est peut-être trop fastidieux à ce niveau-là. Puis, on voulait aussi de l'info nuagique. Donc, on voulait être capable de pouvoir se connecter un peu partout. On est nous, au niveau informatique, on est avec le CIUS. Donc, il y a certaines restrictions à ce niveau-là. On voulait s'assurer qu'on soit en info nuagique, mais qu'on ait toutes les sécurités à ce niveau-là. Puis ça, Eudonet a coché toutes les cases. Fait que je dirais que c'est les éléments qui étaient vraiment, vraiment importants. Là, tu parlais beaucoup là, des fonctionnalités. Comme tu disais, ça va bien au-delà de la partie technologique. Il y a aussi beaucoup d'humains en arrière. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui t'a rassuré, qu'est-ce qui t'a séduit dans la démarche d'implantation? Je pense que c'est le côté intuitif. Rapidement, on s'est rendu compte que ce qui nous avait été vendu était quand même ce qui était donné. Puis rapidement, même sans avoir eu toutes les formations au début, moi et Marie-Christine, on jouait dans l'environnement test d'Eudonet, puis on comprenait comment ça fonctionnait. Oui, on avait des questions, puis il a fallu avoir une formation, ça c'est sûr et certain. Mais rapidement, on s'est senti à l'aise avec le logiciel. On est capable de pousser plus loin certaines fonctionnalités sans nécessairement avoir eu la formation en amont qu'on a eu un petit peu plus tard. Mais ça, le côté instinctif puis facilitant dans le quotidien, parce que en fait, à tous les matins, quand on se connecte puis on rentre au travail, bien, on ouvre Eudonet. Fait que c'est sûr et certain que on veut avoir du plaisir à travailler avec le logiciel. Fait que ça, l'environnement était convivial, etc. C'était des éléments qui nous ont rassurés beaucoup à ce niveau-là. Excellent. Le volet RH, vous avez compris que Marie-Christine, mon adjointe administrative, qui est rendue beaucoup plus qu'une adjointe administrative maintenant, que son rôle a changé. Son rôle a changé, oui, avec l'embauche de quelqu'un, Lauriane, qui était axée au niveau communication, marketing, médias sociaux. On l'a appelée la créatrice d'impact dans son titre. Mais tout ça a permis d'ouvrir nos horizons puis de
rediviser les tâches là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient opérationnalisées, puis beaucoup de choses qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pensé au début, mais qu'on voulait mettre en place. Donc oui, il y a la technologie, centraliser l'information, automatiser les processus, améliorer le suivi, mieux connaître nos donateurs. Mais s'il n'y a pas le côté humain puis une structure de RH en arrière pour pouvoir mettre en œuvre les éléments technologiques, il ne faut pas s'attendre à ce que le logiciel soit un logiciel miracle qui va fonctionner tout seul et qui va faire rentrer des dons. Tu sais, c'est un logiciel qui rentre en ligne de compte à différentes étapes au niveau de la relation du donateur, mais il y a quand même tout un côté humain qui va toujours rester, selon moi, en philanthropie. S'il y avait un endroit où c'est que l'intelligence artificielle a une limite, je ne pense pas que les gens vont vouloir faire des dons en parlant à une intelligence artificielle. Tout le monde va vouloir être relié avec quelqu'un, un humain. Donc, ça nous a permis de définir un peu, Marie-Christine a pris la relation avec les donateurs de première ligne, la politique de reconnaissance, travailler sur une nouvelle politique d'attribution des fonds, l'expérience donateur qui appelle au téléphone, qui envoie un courriel, etc. Donc, la coordination à ce niveau-là. Puis rapidement, Lauriane est arrivée avec l'image de la Fondation, les événements, la mise en place au niveau des médias sociaux, notre site Internet. Donc, tout ce qui permet de faire rayonner notre fondation pour que la roue puisse tourner de plus en plus vite. Et moi, j'ai pu me concentrer sur rencontrer des gens, travailler sur la vision, travailler sur l'organisation et non pas juste dans l'organisation. Donc, ça nous a vraiment enlevé un poids de dire, on ne fait pas juste de la paperasse pendant le 3/4 de la journée, puis après ça, on est essoufflé, puis là, faudrait que je fasse des appels ou des suivis courriels, puis la journée est déjà terminée. Donc, rapidement, en début de journée, on a optimisé nos processus pour tomber dans le concret, dans l'humain à ce niveau-là. Les résultats, c'est la partie qu'on est le plus fier. Oui, on est le plus fier parce qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a créé une structure aussi RH avec nos donateurs, avec notre conseil d'administration, les trois. On a beaucoup de plaisir à travailler. Ça s'est ressenti très rapidement. Je parlais au début que nos projections réalistes étaient 2 ans et 3 mois à peu près de retour sur investissement. Ça s'est fait en quelques mois finalement. La moyenne de revenus historique de la Fondation Santé Portneuf était autour de 285 000 par année. Rapidement, en 2025-2026, on a atteint 1,2 million de revenus parce qu'on était capable de mettre en place des processus, des nouveaux événements, des relations avec des donateurs qui étaient déjà dans notre base de données, qu'on a juste travaillé différemment dans notre base de données puis réussi à extraire des éléments rendus dans Eudonet puis de travailler ces éléments-là. Puis aussi, d'avoir une complémentarité des 3 employés qui étaient en place. On a augmenté le nombre de donateurs aussi, parce qu'on a été capable de rejoindre de façon plus efficace puis de façon plus massive aussi nos donateurs. Puis l'augmentation du don moyen a suivi aussi parce qu'on est capable de démontrer l'impact de chacun des dons. Donc, les gens, quand on fait ça, ils sont de plus en plus généreux. Puis on a une région qui est incroyable pour ça au niveau de la région de Portneuf. On peut travailler des opportunités aussi. Donc, ce n'est pas juste de travailler une fois que le don est concrétisé, mais vers quoi on s'en va, qu'est-ce qui s'en vient. Ça se travaille super bien dans le CRM. Ça permet d'avoir une vision un petit peu plus long terme aussi, puis des engagements sur plusieurs années qui sont plus faciles à gérer. Donc, des opportunités qui s'en viennent. On a plus de 1,8 million en opportunités dans la banque présentement. Puis, on a augmenté les projets financés. On était autour de 95 000 $ de projets financés par année. Dans la dernière année, c'est plus de 400 000 qu'on a remis, en plus d'une campagne majeure pour un projet qui nous tient à cœur, qui est un hébergement jeunesse dans la région de Portneuf, là, où on s'est engagé à amasser 1 million de $, où on est à ce jour à 950 000 $. Donc, tout cet écosystème-là, où Eudonet, le CRM est dans le milieu, les humains l'utilisent, mais sont vraiment au cœur de nos relations. Puis notre plaisir à travailler puis à être vraiment dans le concret des gens, mais ça a permis d'avoir ces résultats-là qui sont beaucoup plus rapides qu'espérés. Puis on n'est pas sur un plateau. Hein. Là, on a sorti les données de la dernière année financière, mais on est déjà, à date d'aujourd'hui, en termes d'engagement, probablement en train de battre 2025-2026 de façon substantielle aussi. Donc, la croissance est au rendez-vous à ce niveau-là. Puis, on a eu le temps de penser à développer encore plus à ce niveau-là. Donc, on est vraiment sur une belle lancée. Oui, justement, déjà, félicitations parce que les chiffres sont réellement impressionnants. Puis en plus, comme tu le disais, on parle
on parle d'une région, on ne parle pas de Westmount ou d'Outremont à Montréal. Là, on parle quand même d'une région où c'est forcément un peu différent. Il y a du potentiel, mais qu'il faut réussir à exploiter. Oui. Et justement, je me demandais, tu parlais du logiciel, mais au-delà de ça, comment est-ce que ça a changé la façon dont tu t'engages les donateurs? Euh, Ben, c'est vraiment plus sur le suivi, sur l'événement. On a mis en place des plans de reconnaissance, des plans de visibilité. Euh, on a des infolettes qui sont mis en place aussi, qui partent de façon automatisée. Tout ce qu'on peut mettre sur les médias sociaux. Tu sais, on a réussi à libérer beaucoup de temps pour donner de la reddition de compte à la population. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Puis, c'est comme une roue qui tourne après ça de notre côté. Là. C'est à chaque fois qu'on parle d'un nouvel événement ou d'un projet qu'on va financer ou des bons coups à ce niveau-là, ben, les dons continuent à rentrer, etc. Puis on a des nouveaux donateurs puis des anciens donateurs qui nous appellent ou qui nous font des dons à travers tout ça. Puis c'est pas fini, hein. On n'a pas fini de tout mettre en place. Là, on s'était quand même donné 2 ans, puis ça va faire 1 an dans 1 mois à peu près. Donc, le plan de reconnaissance n'est pas encore 100% opérationnel. Les événements sont mis en place à ce niveau-là, avec un nouvel événement sportif qui va se tenir en septembre aussi. Donc, on est vraiment encore en train de construire notre calendrier puis notre écosystème à travers tout ça. Mais ce qu'on entend le plus, c'est qu'on est visible. Puis, pour être visible, il faut avoir le temps de mettre la visibilité en place dans les médias locaux, dans les médias sociaux, d'aller sur le terrain rencontrer les gens. C'est vraiment une transformation d'écosystème qui nous a libéré du temps pour faire les bonnes choses. Excellent. On parle d'apprentissage. Oui, en fait, ce que je retiens, le CRM, pour ma part, ne devrait pas être sur les épaules seules du DG. Donc, ça devient un projet de gouvernance. Le conseil d'administration doit embarquer parce que le conseil d'administration, il n'investit pas dans un logiciel, il investit dans la capacité future de développement de la fondation. Donc, il faut qu'il soit conscient que ça n'a pas des retombées jour 1. On travaille vraiment sur une projection 3 à 5 ans. C'est là qu'on va être capable de se mesurer. Le CA doit comprendre aussi l'impact stratégique. Donc, peut-être qu'il va y avoir une petite pause, une petite stagnation au niveau de la sollicitation, entre autres, etc., pour se mettre en place à ce niveau-là. Mais il faut être capable de donner des données. Puis un des éléments, c'est que moi, qui ai été très, très parlant, c'est que j'avais de la difficulté à donner des données au CA avant de mettre en place tout cet écosystème-là. Donc, ça, c'était un élément majeur de dire, ben, je vous donne des données, mais je ne suis même pas sûr de ce que ça peut, que c'est vrai ce que je vous dis et tout ça. Donc, on a besoin de se restructurer pour que je sois capable de vous donner une reddition de compte, puis donner une reddition de compte aux donateurs aussi à ce niveau-là. La donnée, c'est tout, selon moi. C'est ce qui nous permet d'avancer, de prendre des bonnes décisions, de mesurer des décisions qu'on a prises qui ne sont peut-être pas les meilleures non plus. Donc, d'être capable de faire des tests à ce niveau-là, puis de voir l'impact que ça a. Donc, d'être capable de structurer notre donnée, c'est un actif qui est vraiment, vraiment important pour prendre les bonnes décisions, puis pouvoir démontrer au conseil d'administration la direction vers laquelle on aimerait avoir ou qu'ils puissent prendre, eux, des décisions sur certaines grandes orientations. Puis la transformation, ben, c'est culturel, c'est pas juste la technologie, c'est les habitudes, c'est la façon de travailler, c'est les ressources humaines, c'est comment on structure nos journées dans le quotidien, comment on structure nos semaines, nos mois. C'est vraiment une transformation qui est globale à ce niveau-là et non pas juste informatique. Donc, c'est sûr et certain que si on fait ce changement-là en silo, je pense que ça va avoir beaucoup moins d'impact que de devoir dire, ben, je prends 2 pas de recul au lieu d'un seul pas de recul, puis je regarde globalement comment va l'organisation. Et avec du recul, par rapport à ça, qu'est-ce qui a été, selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a été un succès, ce projet-là? C'est lorsque la décision a été prise, on ne regardait plus ce qui se passait avant, on n'avait plus de doute. On disait, on y va, on fonce, on le fait. On a pris cette décision-là, on a mesuré, fait qu'on fonce. On n'a jamais été dans on n'aurait peut-être pas dû ou dans le doute ou parce qu'il y a eu des périodes où c'est que
on ne comprenait pas comment ça fonctionnait ou nos données ne fonctionnaient pas, ou on était obligé d'appeler le service, d'avoir de la formation sur certains éléments. C'est déstabilisant tout ça dans une organisation où on est tributaire des dons qui rentrent à chaque jour. Fait que des fois, ça peut devenir lourd, mais jamais on s'est dit peut-être qu'on a fait une erreur ou ouais, aujourd'hui, non, on a pris la décision, tout le monde était en accord avec ça. On a sorti vraiment tous les petits éléments irritants qu'ils pouvaient, puis on s'est vraiment dit, ben, à partir de maintenant, on ne regarde plus en arrière, puis on regarde en avant. Excellent. Merci pour ce partage, pour cette générosité. Tu ne l'as pas précisé, mais il y a quand même cette présentation-là, c'est un peu celle que tu as présentée à ton CA en partie. Oui, effectivement. Il y a quelques questions qui sont rentrées. Je vais peut-être prendre la première question de Mélanie. Est-ce que la définition du cahier des charges a été complexe pour arriver à un produit qui répond à tes besoins? Non. Non, ça n'a pas été très, très complexe. C'est sûr et certain qu'un des éléments différenciateurs de Eudonet, puis en passant, moi, je ne suis pas payé pour parler d'Eudonet, je suis complètement à ce niveau-là. Je confirme. Un des éléments qui était différenciateur d'Eudonet, puis tu en as parlé, Michael, c'est que vous ne travaillez qu'avec des OBNL. Donc, c'est sûr et certain que vous êtes au courant un peu des réalités de chacun et tout ça. Fait que rapidement, on est capable de mettre en place qu'est-ce qu'on a besoin rapidement, c'est quoi nos priorités. Puis ça s'est fait sur quelques rencontres. Donc, moi, j'ai eu des back and forth à avoir, des réflexions à avoir, parler avec Marie-Christine qui était en place à ce moment-là pour savoir qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça. Ce serait quoi tes priorités? Finalement, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien de façon très, très concrète pour voir qu'est-ce qu'on a besoin? Fait que, c'est un processus qui prend plusieurs semaines, mais qu'on est bien accompagné, puis qu'il y a vraiment des questions qui nous sortent un peu de notre zone de confort, puis qui nous permettent de dire, moi, je pensais qu'on s'en allait là, mais finalement, on va tourner plus à gauche, puis on a plus besoin de ces éléments-là. Donc, non, ça n'a pas été quelque chose de très complexe d'arriver à une définition de cahier de charge. Et puis peut-être pour faire du pouce et répondre aussi à Mélanie, c'est sûr qu'en fonction des tailles de projets, on a des projets sur lesquels, globalement, une fondation peut quasiment partir sur le produit sur étagère. Là, il y a évidemment des étapes, on va y revenir, de migration de données et autres, mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de personnalisation. Puis en fonction t'as des fondations qui vont en avoir plus, et donc là, on a aussi cette capacité à faire. Puis après, si un besoin devenait tellement spécifique, après, peut-être que Donnet n'est plus le bon choix par rapport à ça, mais c'est sûr que nous, toute notre ambition depuis des années, ça a toujours été de se dire, on a une communauté de clients qui se ressemble, en plus qui est au Québec, mais qui est aussi à l'international, donc qui ont toutes des besoins qui peuvent rentrer dans un plan de développement pour Eudonet. Et donc tout ce qu'on peut capitaliser sur les expériences, bah, on essaie ensuite de les partager à notre base de clients. Donc forcément, en théorie, le produit tel quel répond en vanille à 95% des besoins. Alors dans certains cas, ça peut être un petit peu moins, mais on ne sera jamais en dessous de 80% là-dessus. Et puis, ça s'anime. Dans notre cas, Michael, toutes les solutions étaient là, sauf la loterie. On a fait un petit peu de démarchage au niveau de la loterie. On avait une loterie qu'on voulait lancer avec certaines fonctionnalités et tout ça. Fait qu'il y a eu ce développement de cette facette-là du programme, mais le reste était déjà en place. Exact. Puis c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que justement, la loterie, on s'est dit, si on le fait avec vous, ça va aussi pouvoir bénéficier après à notre communauté de clients. C'est sûr que tout le monde, finalement, c'est un cercle vertueux, tout le monde bénéficie des avancées de tout le monde. Et puis, c'est depuis qu'on est né, on existe quand même depuis 2000, on a toujours été dans ce cycle d'innovation. On s'est jamais arrêté d'innover. On a toujours voulu sortir des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles versions régulièrement justement parce qu'en technologie, ça va hyper vite et que ça va encore plus vite maintenant avec l'IA et c'était important pour nous qu'on ne soit pas un frein à la structure d'une fondation, mais vraiment un accélérateur pour son business en fait finalement. Je vais reprendre d'autres questions. Il y avait une question de Chantal. De quelle façon Eudonet vous a aidé, service après-vente, l'accompagnement se fait comment? En fait, on a un chargé de projet chez Eudonet qui est la personne ressource avec qui on communique presque. Au début, c'est quasiment à tous les jours, en fait. Là. Courriel, téléphone, nous, on utilisait beaucoup Teams aussi à ce niveau-là. Donc, c'est toujours la même personne. Cette personne-là, si elle a besoin d'un petit peu plus, va aller chercher au niveau de Eudonet les réponses et tout ça. Mais on a des rencontres. Nous, on avait planifié un calendrier sur plusieurs semaines où on avait des rencontres de façon sporadique pour apprendre le logiciel,
avoir le temps de mettre en place certains éléments, revenir avec le chargé de projet. Donc ça a duré pendant plusieurs mois à ce niveau-là. Moi, je ne vous cacherai pas que dans la solution, on a pris quand même un package d'heures par année aussi d'accompagnement à ce niveau-là, parce qu'une fois que l'essentiel du projet Udonet est mis en place avec l'organisation, mais il y a toujours du fine-tuning qu'on veut à ce niveau-là, puis on veut toujours upgrader, puis il y a des choses qu'on n'a pas mis en place jour 1, que peut-être après un an, on va vouloir mettre en place. Donc, après ça, il y a un département de service après-vente à ce niveau-là qui est très, très réactif, puis qui prend nos questions soit par courriel, soit par téléphone, mais essentiellement par courriel qui nous reviennent. Puis si on a besoin d'une rencontre pour le mettre en place, ils sont disponibles. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est humain aussi, chose qui me plaisait beaucoup, et non pas juste un courriel à une boîte vocale, puis tu ne sais pas c'est qui est en arrière. Nous, on connaissait le nom des gens puis le visage des gens qui nous aidaient à mettre tout ça en place. Ouais, c'est super important pour faire du pouce là-dessus. C'est sûr que la partie projet, c'est une partie, quand on met en place le CRM, c'est sûr que c'est une partie qui est un peu particulière, c'est l'investissement initial. Mais une fois que ça a été fait, il y a vraiment deux éléments qu'on a constatés. Un, effectivement, dans le projet, l'objectif, c'est de vous rendre autonome. Donc, et on sait très bien que vous avez très rarement des informaticiens en arrière, mais on veut vous rendre autonome sans avoir aucune compétence technique. Deux, on a vocation, avec notre soutien technique, à être disponible, mais on veut surtout pas être indispensable. Donc oui, comme le dit Mathieu, on veut être réactif quand il y a besoin de nous, mais l'objectif, c'est évidemment que vous ayez le moins besoin de nous pour continuer d'avancer. J'insiste sur le dernier point qu'a évoqué Mathieu, l'accompagnement. C'est pas quelque chose qu'on faisait il y a quelques années, de proposer de l'accompagnement régulier à nos clients. Puis on s'est rendu compte en fait que c'est super que à Portneuf, il y a eu très peu de taux de rotation des effectifs, mais des fois il y en a plus dans certaines fondations. Et c'était une bonne façon aussi de s'assurer de la pérennité de l'investissement, d'avoir de l'accompagnement, qu'on puisse éventuellement reformer s'il y a besoin les équipes, qu'on puisse présenter des nouvelles fonctionnalités pour aussi que vous puissiez les exploiter puis les mettre au service de la fondation. Donc l'accompagnement, c'est pas forcément beaucoup d'heures par année, mais c'est un peu une garantie que si jamais il y a quelque chose qui est arrivé, vous êtes en capacité de réagir et vous n'avez pas besoin d'aller chercher des nouveaux budgets à DCA ou autre. Donc je trouve que c'est encore plus, j'ai envie de dire, pour des plus petites fondations, c'est un peu une assurance pérennité de l'investissement. On a une question, je pense qu'il y a une super question de Ouria. Projet dans le projet, j'ai envie de dire, même si je grille un peu le punch. Est-ce que la migration des données vers le nouveau CRM n'était pas un enjeu pour l'organisation? Peur de perdre des données? C'est sûr qu'en parallèle, on a gardé les deux systèmes pendant quelques mois. Là. On ne se le cachera pas à ce niveau-là. C'était un enjeu. Moi, je connais absolument rien là-dedans dans les données, puis c'est vraiment pas ma force, l'informatique. Mais rapidement, on a déterminé qu'est-ce qu'on voulait exporter et importer dans le nouveau logiciel. Puis, on était capable de travailler dans Prodon pour extraire le tout en Excel. Donc on ne venait pas effacer de données, on ne venait pas changer de données. Nous, on avait pris la décision de ne pas faire de ménage dans notre ancien CRM, de tout envoyer dans le nouveau. Puis une fois qu'il est dans Udonet, c'est là qu'on fait le ménage. On trouvait que les fonctionnalités étaient peut-être plus facilitantes de faire ce ménage-là de la base de données une fois dans le nouveau système. Donc, on a vraiment extrait de façon assez simple les données en Excel, puis les importer, puis on a été supporté là-dedans. Là. C'est pas nous qui l'avons fait, la grosse migration des données. Mais rapidement, Michael, tantôt, tu disais autonome. Les dernières petites importations, les derniers petits fine-tuning, c'est nous qui les avons faites. Donc, l'importation s'est faite vraiment par nous parce qu'ils nous ont montré comment faire et tout ça. Puis, présentement, pour ceux peut-être qui sont avec Prodon et qui décideraient de changer, c'est que Prodon ne disparaît pas. Nous, on a Prodon de bureau, donc on a encore accès à Prodon, même si on ne paye plus Prodon. Donc, si on a besoin d'aller dans l'historique, même si on sait qu'il est rendu dans Udonet, on a fait des tests pour comparer les deux bases de données, on a encore accès à notre vieille base de données. Si des fois, il y a quelque chose qu'on doit aller chercher à travers ça. Fait que non, on n'a pas perdu de données puis on n'a pas eu cet enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez nous poser? Moi, j'en avais encore quelques-unes, mais je vais vous laisser poser les vôtres si besoin. En attendant qu'il y en ait d'autres, moi, j'ai envie de te poser une question.
comme tu disais, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Si tu compares la Fondation Santé Portneuf d'aujourd'hui à celle d'il y a un an, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, ben, l'équipe, de un, ça nous a permis vraiment de mettre en place une équipe qu'on ne pensait pas mettre en place rapidement. Marie-Christine était là, moi je suis arrivé, mais rapidement, l'arrivée de Lauriane, puis la dynamique que ça a créé, tu sais, les résultats, puis toute l'augmentation nous a permis financièrement de se permettre ça. Et ça, je pense que c'est une fierté de rentrer au bureau, d'avoir du plaisir avec ces gens-là et tout ça. Mais surtout, puis j'en parlais un petit peu tantôt, là, c'est quadrupler le nombre de projets qu'on a financés, de voir l'impact dans notre mission. Je pense que c'est pour ça qu'on se lève à tous les jours et qu'on travaille là-dedans. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de demander de l'argent, de voir des réalités qui sont difficiles aussi pour certaines personnes et tout ça. On est très empathique d'habitude quand on travaille en philanthropie, donc il y a beaucoup de choses qui nous atteignent à travers ça. Mais c'est de voir qu'on fait une réelle différence dans le quotidien, puis on se le fait dire aussi par nos donateurs qui nous font confiance. Parce que le coût de la vie, ben, vous le savez, là, je pense que c'est pas facile économiquement pour tout le monde à ce niveau-là. Les gens prennent quand même une partie de leur budget pour nous font confiance sur la gestion de ces sommes-là, puis d'être capable de leur rendre une reddition de compte, puis de dire voici ce qu'on a fait avec votre argent, puis que les gens nous disent bravo, vous faites une réelle différence. Je pense que c'est ça la plus grande fierté. Puis on ne pensait jamais être capable de financer ce genre de projet-là dans la structure qu'on était quand moi je suis rentré. On est vraiment en train de se poser des questions sur comment on fait pour être outside the box, là, penser en dehors de la boîte, etc., puis faire quelque chose d'encore plus impressionnant, plus innovant en philanthropie dans notre région. Donc ça, c'est le fun parce que c'est très motivant professionnellement puis humainement parlant. Et peut-être la dernière question que j'aurais pour toi, si tu avais deux, trois conseils à donner à des DG qui auraient envie de se lancer, ça serait quoi selon toi? La donnée, c'est la vie. Si vous avez de la difficulté à sortir la donnée, c'est déjà un bon indicateur qu'il faut que vous en parliez avec votre CA. Puis c'est pas un constat de dire on n'est pas bon et on n'est pas capable de sortir la donnée. C'est que si on passe trop de temps à sortir la donnée, il y a une problématique selon moi. La deuxième chose, c'est se donner du temps parce que c'est pas vrai que c'est un long fleuve tranquille puis tout fonctionne comme c'est prévu. Et tu sais, Eudonette est une super entreprise qui nous a super bien accompagnés, mais il y a eu des moments où c'est que ça ne fonctionnait pas, où c'est qu'on a eu des petites frustrations, où c'est que les délais n'étaient pas exactement ce qu'on voulait, etc. Mais c'est de tomber rapidement en mode solution, puis se donner du temps. Puis nous, on se donne encore du temps pour faire évoluer les choses à ce niveau-là. Fait que ça, c'est pas, même si c'est un projet qui est vendu clé en main, puis c'est vrai que c'est clé en main, mais il y a plein d'impondérables qui peuvent survenir à ce niveau-là. Surtout qu'il faut continuer aussi notre quotidien à travers tout ça. Fait que ça se peut qu'il y ait des moments que ce soit plus difficile, puis c'est tout à fait normal. Fait qu'il faut planifier du temps par rapport à ça. Puis le dernier élément, c'est lorsque vous êtes prêt à y aller, là, il faut y aller. Parce qu'il y a toujours des petites inquiétudes, des petites choses qui peuvent nous retarder. Nous, on a fait le saut très rapidement sans regarder en arrière. Mais en faisant une bonne analyse avant, puis on était sûr de notre décision à ce niveau-là. Mais je pense que si on revient toujours à hein, on n'est pas sûr, je pense que ça va nuire à l'organisation très, très, très rapidement. Fait que rapidement, il faut dire on y va. Peut-être que des fois, ce n'est pas exactement comme on l'avait imaginé au départ, mais dites-vous que c'est probablement mieux que qu'est-ce qu'on avait avant. Donc, on développe, on avance, on essaie de trouver des solutions. Je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer parce que le statu quo pour plusieurs organisations dont la nôtre n'était pas possible. Fait que c'est impossible de penser qu'en faisant les mêmes choses, on va avoir des résultats différents. Donc, il fallait qu'on bouge les choses. Parce qu'il y a des choses qu'on va changer ou qu'on aurait changé, oui. La réponse, c'est qu'on est en constante évolution, puis on n'est pas sur une structure qui est statu quo, puis après un an, tout est correct, puis on roule comme ça. Il y a encore plein d'évolutions, puis plein de mises à jour à faire à travers tout ce processus-là. Ouais, je pense que c'est hyper important ce que tu dis. L'objectif d'aujourd'hui, c'est évidemment de partager un vrai cas d'usage, parce qu'on n'a pas toujours des cas d'usage, parce que comme disait Mathieu, des fois, on n'a pas les données avant la mise en place d'un projet. Là, on avait la chance de les avoir. Mais évidemment que ça reste un projet et que ça implique des humains et que ça implique de la coordination. Mais je pense que ce qui a été effectivement important,
c'est que même quand il y a des défis, parce que moi je le vois à chaque fois, l'important, c'est la bonne communication. C'est Ouais. d'être aligné. Des fois, on peut avoir des mots différents, du vocabulaire différent, etc. Mais le tout, c'est de réussir à se réaligner. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Même si on connaît bien le milieu, à chaque fois, des fois, on a nos petits réflexes d'informaticien. Puis je trouve que c'est vraiment quand on arrive à avoir cette communication, cette bonne communication ensemble, que bah oui, il peut y avoir des défis, mais on les surmonte, ensemble. Puis je pense aussi le deuxième point qui était, à mon sens, en tout cas, qui pour moi, je trouve, est aussi une fierté par rapport à ce projet, c'est que tu avais la vision, tu avais les objectifs, et on a pu mettre ça en place. Parce que Ouais. je pense aussi que, tu l'as dit dès le départ, le projet, c'est pas mettre en place un CRM, c'est vraiment s'il y a une transformation organisationnelle en arrière. Et je trouve que c'était ça qui était vraiment, moi je trouve impressionnant, c'est cette vision-là, elle a été assise à tous les niveaux. Tu l'avais, ton CA l'avait, tes équipes l'avaient, c'était partagé. Puis ça, je trouve que c'est pas mal la base pour que ça se passe bien. Parce que parce qu'on a la direction et on a l'objectif auquel on veut se rendre, et quand on sait où on veut aller, bah forcément c'est beaucoup plus simple derrière, non seulement d'y aller, puis aussi de mesurer bah, le fait qu'on ait réussi à y aller dans les temps comme c'était prévu. Là, en l'occurrence, tu as même de l'avance, mais c'est ça. Et ça, il faut être transparent, c'est pas tous les projets où on a ce niveau, de vision là-dessus. Mais moi, j'encourage beaucoup que ce soit nos clients ou nos potentiels clients, à se doter de cette vision-là, parce que ça facilite beaucoup les choses. Il y avait une question de Doria. Est-ce que le fait que vous avez travaillé 6 ans avec Prodon qui vous a aidé à convaincre votre CA des limites de ce logiciel? Moi, je travaille avec Prodon depuis 6 mois et je trouve qu'il n'est pas aidant ni intuitif. Ben, c'est sûr que ça a fait partie de la réflexion. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre trop d'ondes pour me rendre compte des différentes facettes qui étaient peut-être limitatives ou qui ne répondaient pas aux besoins à ce niveau-là. C'est sûr que ça l'a aidé beaucoup. Mais c'est sûr aussi que je voyais la formation qu'on devait donner à Marie-Christine, entre autres, qui venait d'arriver à la Fondation, qui n'avait pas, elle, aucune expérience avec Trodon. Je voyais qu'on avait une ressource externe aussi par rapport à ça. Donc, c'est sûr que rapidement, puis j'ai rencontré les gens de Prodon pour trouver des solutions, quelles solutions ils peuvent nous offrir, etc. à ce niveau-là. Après ça, c'est une question de comparaison, puis de bien chiffrer c'est quoi nos objectifs puis nos besoins à travers tout ça. Puis on a décidé d'aller vers une autre solution qui était Udonnet à ce moment-là. Mais c'est sûr que de façon toute transparence, l'organisation à laquelle je travaillais avant avait décidé de changer Prodon aussi. Donc, j'avais fait partie de cette réflexion-là dans une autre organisation. Donc, je savais au niveau des limites vers quoi ça s'enlignait. Et probablement que ça m'a permis de prendre des décisions plus rapides aussi dans mon constat à ce niveau-là. Mais j'ai essayé de ne pas être teinté parce que l'organisation de la Fondation du CHU, c'est 10 fois plus grand que nous. C'est 20 fois plus grand que mon organisation actuelle. Donc, c'est sûr que les besoins n'étaient pas les mêmes, le nombre d'employés n'est pas les mêmes, l'impact du changement n'est pas le même. Donc, j'essayais d'être pas trop teinté sur ça non plus. Mais oui, c'est sûr que ça l'a aidé de connaître Prodon d'avance à ce niveau-là. Mais c'est de bien répertorier les limitants. Hein. Je pense que dans le quotidien, là, prenez des notes sur hey, ça ne fonctionne pas comme je veux. Puis essayez de voir si le logiciel actuel est capable de répondre à ça. Puis après ça, ben, tu as une bonne indication que s'il n'est pas capable de répondre ou après plusieurs fois, tu n'es pas capable de le maîtriser. Nous, c'était le cas au niveau des formulaires de dons. On n'était pas capable. On perdait tellement de temps à faire ça qu'on a engagé une ressource à l'externe qui coûtait quand même assez cher. Puis le résultat n'était pas satisfaisant. À partir de ce moment-là, on a dit OK, ça c'est un élément important pour nous qu'il faut qu'il soit inclus dans une solution. Puis, présentement, Prodon n'est pas capable de nous le donner. Donc, vraiment, prenez des notes dans le quotidien parce que c'est là que ça permet de répertorier les besoins. Puis peut-être faire le cahier de charges qu'on parlait tantôt. Là, il est plus facile après à mettre en place. Excellent. Peut-être une dernière question, plus pour se projeter un peu, mais c'est quoi un peu, toi, la suite? Comment tu vois la suite en termes de projet pour la Fondation? La suite, c'est qu'on a une grande campagne qui finit d'1 million dans les prochains mois. Un nouvel événement sportif qui est un tour cycliste en septembre. On revient avec une deuxième édition d'un rallye gourmand dans la région. S'il y en a qui veulent faire du vélo ou découvrir des belles saveurs dans Port-Neuf, venez nous voir. On a vraiment des beaux événements par rapport à ça. Bien sûr, campagne de fin d'année, temps des fêtes qui s'en vient à ce niveau-là. On est vraiment en train de canner une planification annuelle
assez constante qui va se répéter d'année en année. Fait que ça, c'est facilitant aussi. Fait qu'on va avoir fait un premier tour de roue d'une année type de la Fondation pour les prochaines années. L'apprentissage de la communication à travers l'équipe et tout ça. Mais honnêtement, on a plein de beaux projets qui s'en viennent. Les besoins sont assez importants aussi. On a beaucoup de demandes de financement et tout ça. Donc, on se pose des questions sur l'attribution des fonds, entre autres. Là, on était vraiment en réflexion à savoir comment on peut avoir le meilleur impact sur le terrain avec l'argent qui nous est confié des donateurs. Donc, on va essayer d'optimiser toutes ces facettes-là. Puis bien sûr, probablement qu'on va pousser le logiciel un petit peu plus loin. Fait qu'on va vous appeler, Michael, là, pour voir, on est-tu capable de faire ça? On peut-tu faire ça avec Eudonet? Parce que je pense qu'il y a une grande partie du logiciel qu'on n'utilise pas présentement puis qu'on pourrait utiliser pour nous aider. Fait que l'apprentissage est encore là à ce niveau-là. Mais ça va assez vite comme progression. Fait qu'on essaie d'être très terre à terre par rapport à ça. Mais on est très confiant et très motivé pour la suite. Excellent. Et merci beaucoup Mathieu. Pour répondre à Joanne, normalement vous devriez recevoir un lien, en fait un lien d'enregistrement de ce webinaire. Donc normalement vous allez pouvoir le réécouter, puis on le mettra de toute façon en réécoute là-dessus, probablement sur notre site internet. Mathieu, je voulais te remercier beaucoup, Merci. pour ce retour d'expérience que je trouve est vraiment pertinent. Il y a de la profondeur dans ce que tu partages. Pour nous, je pense qu'en plus, je le disais, mais on entend tellement parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure en informatique que je trouve que c'était aussi important de voir qu'il y a des trains qui arrivent à l'heure. Et je veux vraiment pas en tant que Donette, qu'on prenne tout ça pour nous, parce que c'est vraiment un travail collaboratif. Je le dis, je pense que la vision était hyper intéressante, que l'exécution de cette vision-là et ce travail collaboratif, ça a fait vraiment partie des clés de succès de ce projet-là. Et en tout cas, je trouve, je le disais au départ, notre objectif, c'est d'amplifier l'impact de nos clients. Et je trouve que là, on a un magnifique exemple quand on voit 321% d'augmentation des dons en un an. Je pense que le chiffre parle de lui-même. Donc, un grand merci pour cette générosité dans ton partage. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires très positifs, même de Marie-Christine. Oui. Je vais quand même lire le message de Marie-Christine. Bravo patron, très belle présentation. Lauriane et moi sont très fiers, ce fut très complet. Donc excellent. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de réorganiser rapidement un prochain webinaire autour de ces sujets. Je trouve que c'est intéressant, et c'est intéressant de pouvoir le partager et d'échanger dans la communauté. Je vous souhaite un très bon appétit à tous. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci beaucoup.